Titre de ce 13 Devoir de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2024, il y a exactement 52 ans que le président Mathieu Kékou prenait le pouvoir d'État à la tête d'un groupe de militaires. C'est la révolution du 26 octobre qui mettait fin au système tricéphale instauré par Maga à Romandegbé et à Piti. On en parle dans cette édition. Pendant ce temps, le Bénin sera bientôt doté d'une assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets climatiques. L'annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi requiert un écho favorable dans le rang des agriculteurs. Quelques-uns ont accepté de s'exprimer à nos micros. Vous les suivrez dans cette édition. Et puis, il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique au Bénin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le constat fait par Kwaro Yves Chabi, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin. Il a fait savoir au détour d'une sortie médiatique où il était appelé à se prononcer sur les grands changements opérés dans le secteur éducatif de 2016 à ce jour. Vous l'entendrez. À suivre bien d'autres informations, l'actualité sportive, l'Afrique en bref. Et dans les dernières minutes, la revue de presse, bien entendu, hebdomadaire de la semaine qui s'achève. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Si vous me recevez dans vos récepteurs à la maison, c'est grâce à Lydie Méou, c'est elle qui assure la mise en onde de l'édition. Bientôt, une assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. L'annonce a été faite mercredi en Conseil des ministres. Le processus démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité va entrer dans sa phase active dans quelques jours. Il est en effet envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif avec l'implication des fêtiers dans la sensibilisation. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, ce qui va permettre un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. La politique est saluée par les acteurs du monde agricole qui y voient une manière de leur mettre en confiance avec les institutions financières et de booster le rendement par ricochet. Abdul Magid Kora est un agriculteur résident dans la commune de Niki. Il apprécie. J'apprécie bien l'action du gouvernement. C'est vrai, c'est pas encore fait, mais l'idée est déjà bonne. Il faudra que cela puisse être réalisé. Donc, cette assurance nous donnera quelque chose de très important. Cette assurance aussi va donner un changement positif par rapport au rendement et à la production du coton et la production du riz et de l'élevage. Parce que cette assurance permettra aux producteurs d'augmenter le rendement et aussi d'augmenter la productivité. Parce que cette assurance va changer la vie de tout un chacun des producteurs qui vont en bénéficier. Parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de capital. Et ces financements que les agriculteurs cherchaient et ne trouvaient pas, cette assurance va leur permettre d'avoir le nécessaire pour pouvoir augmenter la productivité. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Des subventions seront accordées les premières années aux petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les avantages. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle. Une politique ambitieuse donc, mais le plus important reste la mise en œuvre selon Abdul Magid Kora, agriculteur à Niki. J'appelle à ce gouvernement de faire de son possible et de mettre toutes les choses nécessaires pour que ceci puisse être mis en place. Et cette assurance agricole pour que la majorité des producteurs puissent en bénéficier. Et déjà l'effectif qui est pris, c'est déjà une très bonne effectif, comme c'est le début. Donc si le résultat est bon,
le gouvernement peut amener l'année prochaine, augmenter aussi l'effectif. Pour que cela puisse être réalisé, il faudra que nous, en tant que producteurs, nous puissions accompagner le gouvernement en mettant le nécessaire. Donc cela voudra dire cette assurance, parce que cette assurance nous permettra d'avoir les étangs nécessaires plus tôt possible, parce que c'est le manque de financement qui fait que tout est dans le retard. Cela qui fait aussi que au niveau des changements climatiques, nous attendons un peu, nous sommes surpris par des changements climatiques. On va parler éducation plutôt à présent. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle fait le bilan des actions menées dans son ministère depuis 2016 à ce jour. C'est à la faveur d'une sortie médiatique amenée à se prononcer à l'entame sur ce qui a changé en matière de gouvernance dans ce sous-secteur de l'éducation. Le ministre Yves Kouaro-Chabi affirme que beaucoup de choses ont changé. Il s'agit entre autres du respect du temps scolaire, la cessation des grèves perlées et une meilleure disponibilité des enseignants, une amélioration des conditions de travail des enseignants et l'élévation de la qualité de l'enseignement dispensé. On écoute le ministre des Enseignements secondaires, Yves Kouaro-Chabi. Parlant de gouvernance, beaucoup de choses ont changé. Et c'est visible, je vous prends à témoin. La première chose que je peux dire, c'est déjà le temps scolaire qui, depuis il y a quelques années, depuis 8 ans, le temps scolaire est respecté. Pour nous, le temps scolaire est sacré parce que le temps ne se rattrape pas. Alors, lorsque une année qui doit faire 9 mois est amputée, comme par le passé où on avait des années scolaires de 5 mois, vous comprenez que cela pose des problèmes. Donc, vous observez que depuis quelques années, le temps scolaire est vraiment respecté. Il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie, avec gaieté, avec enthousiasme. Et ça, je crois que c'est à l'actif de tous les acteurs, évidemment, du gouvernement. Toujours au niveau de ce sous-secteur, vous allez aussi constater qu'il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique. Par le passé, les parents d'élèves, y compris peut-être vous et moi, nous envoyions systématiquement nos enfants dans le privé, pas parce que c'était pas fantaisie, mais justement parce qu'il se posait des problèmes de confiance. À ces actions s'ajoutent bien d'autres, des actions qui sont allées dans le sens du renforcement du dispositif en infrastructure scolaire. Le grand changement intervenu dans la disponibilité du personnel enseignant et le changement du système de vacation au profit du système Aspirana. Le ministre de l'Enseignement secondaire explique que le recrutement se fait désormais sur la base d'un test de sélection. Écoutons le ministre Yves Kouaro-Chabi. Par le passé, les établissements étaient obligés de faire recours aux enseignants vacataires. Un recours systématique aux enseignants vacataires pour régler la question d'enseignement. Et vous saviez tous comment cela se passait. Il n'y avait pas réellement un contrôle de la question. On pouvait prendre des enseignants qui n'avaient pas le profil, avec un fond de clientélisme, etc. Et nous notions des classes d'examen qui n'avaient pas de professeurs de sciences et consorts, des classes d'examen. Aujourd'hui, c'est révolu. Déjà, le système de vacation a changé. Nous avons mis en place le système d'Aspirana qui permet de régler la question de la pénurie numérique et également de qualité. J'insiste sur la qualité pour mentionner que ceux qui sont utilisés sont dans une base de données et cette base de données est constituée après un test de sélection et peuvent prendre part au test de sélection des enseignants qui répondent à un certain profil. La première autorité de l'enseignement secondaire au Bénin a par ailleurs indiqué que la création de la plateforme EducMaster a également révolutionné la gestion administrative. Une plateforme qui a rendu, selon elle, les processus plus transparents et efficaces. Le budget alloué à ce sous-secteur a connu une augmentation impressionnante, s'est félicité le ministre. Le budget de l'enseignement secondaire au Bénin est passé de 61 milliards de francs CFA en 2016 à près de 199 milliards de francs CFA en 2024, soit un taux d'accroissement de 223,23%. On parle toujours éducation, mais cette fois, à un degré plus bas, un nouveau souffle est insufflé dans les enseignements maternels et primaires. À travers une meilleure gouvernance du sous-secteur et des réformes hardies, l'école béninoise se porte mieux.
C'est le point de vue présenté par le ministre Salimane Karimou. Plusieurs réalisations, j'y arrive, sont à mettre à l'actif du gouvernement dans ce sous-secteur selon l'autorité. Ainsi, les premiers examens sous la rupture en 2016 ont permis de savoir le vrai visage de l'enseignement du Bénin. À l'issue de ces résultats, des actions ont été posées afin d'améliorer les lacunes constatées dans le système éducatif béninois. Des réformes qui aujourd'hui ont donné une nouvelle dynamique à l'école béninoise selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, que je vous invite à suivre. L'état des lieux de la qualité de l'enseignement se traduit déjà par, disons, les performances. Du fait que l'école aujourd'hui fonctionne normalement. L'année scolaire est une année scolaire normale. Le temps scolaire est bien géré. Et les enseignants sont dans leurs écoles, sont dans leurs classes, ils travaillent comme là se doit. Le corps de cadrement est présent. Donc il y a un suivi régulier, ce qui fait que les enseignants font en réalité ce qu'ils devraient faire. Même là aussi, s'il y a quelques insuffisances, alors nous essayons d'accompagner les enseignants qui sont encore en difficulté. Ce qui fait que, quand vous prenez nos résultats en 2016, le premier examen, je dirais, du certificat d'études primaires organisé en 2016, nous avons eu un taux de réussite au plan national de 41% à peine. Parce qu'en ce moment, nous avons dit qu'il faut faire voir le niveau réel de nos apprenants. Donc, il n'était pas question de racheter, il était question de tenir compte des tests tels qu'ils existaient en son temps. Donc, ça nous a donné un taux de réussite de 41% à peine. Alors, à partir de 2017, nous avons mis en place un dispositif qui permet d'encadrer non seulement les candidats, mais également leurs enseignants. Et déjà, en 2017, on est passé de 41% à 65%, et d'année en année, aujourd'hui, ça tourne autour de 80%. Donc, il y a déjà de bons résultats au niveau de nos apprenants. En ce qui concerne les enseignants, ces derniers ont aussi vu leurs compétences renforcées à la suite d'une évaluation, précise le ministre Salimane Karimou. Cette initiative du gouvernement a permis d'améliorer considérablement les performances du secteur éducatif dans la sous-région, et plus précisément avec le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou. Nous avons des détails. Pareil pour les enseignants. En 2019, lorsque nous sommes allés à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, ce qu'on appelle PASEC, voyez-vous, non seulement les apprenants du CICP, du CM1, CM2 ont été évalués, leurs enseignants avaient été évalués également. Alors, comparativement à 2014, où nos apprenants étaient à la traîne, parce que sur 10 pays dans le temps, le Bénin était pratiquement l'avant-dernier. Alors, en 2019, avec le dispositif mis en place depuis 2017, nous étions dans le peloton de tête. Le Bénin s'est retrouvé aux côtés des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce que nous avons mis en place à partir de 2017 a fonctionné et fonctionne jusqu'aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui sont de bons résultats, même si nous devons continuer à ce que cela puisse s'améliorer. Parce que l'objectif réel est que chaque apprenant qui arrive à l'école puisse réussir. Parce qu'ils sont capables de tous réussir. Donc, il n'y a pas d'enfant incapable de réussir à l'école. Même des enfants qui présentent des déficiences, je dirais, intellectuelles ou physiques, alors il est possible qu'à l'école, on puisse les aider à réussir. Donc nous visons désormais les 100% de réussite et 100% réel, pas fabriqué. 13 heures passées de 13 minutes. L'édition se poursuit en titre, je l'annonçais, Devoir de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2024. Il y a 52 ans que l'armée prend le pouvoir au Dahomey actuel Bénin et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le coup d'État du 26 octobre marque le début de la période révolutionnaire. Le coup de force du 26 octobre, aux yeux de nombreux analystes politiques, est la conséquence des rivalités tribales et interrégionales et des difficultés économiques que le pays avait connues. Retour sur les déclarations du commandant Mathieu Kérékou à la tête de ce groupe de militaires qui s'est emparé du pouvoir d'État il y a 52 ans. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972.
26 octobre 1972, eh bien, c'est la date à laquelle le chef d'état-major adjoint de l'armée du Dahomey, le commandant Mathieu Kérékou, prenait le pouvoir par coup d'état. 52 ans après, ce moment reste gravé dans les mémoires. Retour dans cet autre élément sur les moments forts de cette période, élément que nous propose Mansourat Adeni Jibril. Mathieu Kérékou est une première fois le chef de l'État béninois le 26 octobre 1972. Il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. À cette date, Mathieu Kérékou abolit la structure de la présidence tournante, supprime l'Assemblée nationale et se dit préoccupé par l'urgence de redresser l'économie. Mathieu Kérékou justifie le coup d'État du 26 octobre 1972. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Aucun mort n'a été déploré, mais 3 membres du conseil présidentiel que sont Apiti, Ahomadegbe et Maga ont été incarcérés. En 1974, le commandant Mathieu Kérékou adopte le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement et fonde un parti unique, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Il annonce sa volonté d'établir un régime révolutionnaire, démocratique et populaire. Le pays devient République populaire du Bénin en 1975. Le drapeau vert, jaune, rouge change et le pays adopte un drapeau vert à l'étoile rouge en haut à la hampe. La formation idéologique et patriotique devient obligatoire. L'administration territoriale est réformée. Dans les années 80, la situation économique du Bénin est de plus en plus critique. Les troubles sociaux et politiques ont entraîné la chute du régime révolutionnaire. Cette période aura quand même eu le mérite d'éveiller les consciences, de développer l'esprit de patriotisme, les coopératives et le nationalisme. Nous bâtirons plus beau notre patrie, le Bénin, qui grandira dans la paix. Merci à Adeni Jibril qui nous a fait replonger dans ce pan de notre histoire. On va poursuivre cette édition. On revient à Parakou. La ville a fait sa toilette depuis un moment et continue d'ailleurs de le faire. Les petites et moyennes entreprises qui travaillent avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS sont présents sur l'ensemble du territoire et de la commune de Parakou. Tout ce qui est voie, place publique, artère principale fait l'objet de nettoyage. Mais à partir du 28 octobre, ces agents seront instruits pour curer les caniveaux et dégager tous les dépotoirs sauvages créés par la population. Tout ceci va se faire suivant un plan bien défini et de façon progressive. Boris Fatiou Benakon est le responsable des affaires domaniales et environnementales à la mairie de Parakou. Il parle des instructions données aux PME. Je peux vous dire que déjà à partir du lundi 28 octobre va démarrer le curage des ouvrages d'assainissement pluvial dans la ville de Parakou. Donc chaque PME est chargée d'exécuter les différentes tâches dans son périmètre. Désensablement, balayage des rues, destruction des dépotoirs sauvages, curage des caniveaux, etc., etc. Et ça va se faire progressivement. C'est vrai que présentement, il ne faut
pas embrasser tous ces aspects-là. Mais déjà à partir du 28 octobre, le curage va démarrer. Maintenant, ils ont démarré, mais elles sont déjà confrontées à quelques difficultés, à savoir qu'à des endroits donnés, il y a les populations qui occupent les trottoirs. En temps normal, les trottoirs font partie des artères et donc les trottoirs sont destinés aux piétons. Par conséquent, ces trottoirs doivent être nettoyés au même titre que les voies. Ces trottoirs doivent être dégagés au même titre que les voies. C'est d'ailleurs pour cela que la mairie avait pris la décision de lancer l'opération de libération des domaines publics. Mais le constat révèle que les populations occupent les trottoirs, j'y arrive, empêchant ces PME de mener convenablement leur activité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités annoncent des mesures fortes face à ces comportements qui ne facilitent pas la tâche aux agents de la SGDS. Suivez, pour vous en convaincre, les propos de Boris Gbenak-Ponfatiou. Il est le responsable des affaires domaniales et environnementales à la mairie de Parakou. Nous prions ceux-là qui sont actuellement en train de faire obstacle à la propriété de la ville de bien vouloir comprendre le message et de faciliter la tâche à ces PME qui sont en train d'œuvrer pour la propriété de la ville. Il y aura des actions fortes parce que au cas où ces différentes catégories ne vont pas exécuter, nous serons obligés de faire appel à la police. Dès la semaine prochaine, soyez rassurés, j'en parlais avec le chef service du développement urbain, des sorties seront organisées en tandem avec la mairie pour que nous puissions faciliter la tâche d'un côté aussi à la GDS. L'appel que j'ai à lancer aux populations, chacun de nous a une responsabilité à assumer pour la propriété et l'assainissement de notre cadre de vie. Je voudrais dire qu'il y a des tests qu'on peut appliquer. Il y a des tests qui prévoient des sanctions à appliquer aux contrevenants. Fatiou Boris Gbenak-Ponfatiou, suivi dans ses propos de Sani Roupibou, lui, directeur départemental du cadre de vie et des transports chargé du développement durable du Borgou. On va poursuivre et toujours à Parakou, les encablures du lycée Mathieu Bouquet en proie à l'insécurité chronique. À la tombée de la nuit, circuler sur la voie pavée longeant cet établissement secondaire s'avère très risqué. Les malfrats y dictent très régulièrement leur loi, avec à la clé plusieurs cas de braquage déjà orchestrés sur l'as. Une situation qui s'explique en partie par le dysfonctionnement des lampadaires solaires érigés sur ce tronçon. C'est d'ailleurs ce que croient savoir les riverains rencontrés sur place par une équipe de la rédaction. Jacques Arouin est l'un d'eux, on l'écoute. Le dysfonctionnement de nos lampadaires qui sont dans l'avant pavé du lycée Mathieu Bouquet. Et ce n'est pas la seule. Même à l'intérieur du quartier Transat, il y a plusieurs lampadaires qui sont debout. Donc vous voyez les ampoules qui ne sont pas là. Parfois vous voyez d'autres, ce sont des fils que des divorcés sociaux ont retirés. Donc si bien que vraiment ça a plongé le quartier dans l'insécurité totale. Et ça l'a plongé dans l'insécurité totale parce que là où ça devait être éclairé, c'est toute une obscurité. Donc voilà que nos divorcés sociaux profitent de l'obscurité pour commettre leur forfait. Donc c'est de ça que nous sommes confrontés dans le quartier Transat. Parler du dysfonctionnement de l'avant pavé du lycée Mathieu Bouquet, ce n'est même pas le lycée Mathieu Bouquet seul. Donc nous sommes exposés au danger. Et le quartier aussi n'est pas en paix parce que avec ce qui se passe là, c'est notre vie qui est en danger. Cette montée de l'insécurité en plein cœur de la ville inquiète de plus en plus les usagers de ce tronçon. Une inquiétude partagée par Jacques Arouin qui appelle les autorités de la ville à se pencher sur le problème. On l'écoute. Comme appel, si nos autorités de la commune de Parakou aussi peuvent écouter ce que moi je dénonce par rapport au dysfonctionnement de nos lampadaires, ça me fera plaisir. Puisque ce qui va te faire du mal, ce n'est pas dans l'éclairage, ce n'est pas dans l'éclairage en pleine journée qui va te faire du mal. Il profite de l'obscurité. Au moins, s'il ne peut pas satisfaire 100% à nos besoins, au moins de nous dépanner de nos lampadaires qui sont en panne. C'est ça que nous autres, c'est ça qu'on leur recommande. S'il peut le faire, ça nous fera plaisir. On va poursuivre cette édition par les nouvelles à l'échelle continentale.
La nouvelle sur le continent avec vous, Mansourat Adeni Jibril, bonjour. Bonjour, Rich Tabal. Nigeria, on va démarrer par là. La livraison par drone facilite l'accès aux soins. Le gouvernement a noué un partenariat innovant avec une société américaine de drones pour améliorer l'accès aux soins de santé, notamment dans les communautés rurales desservies. Depuis son implantation à Kaduna en 2022, la société de drones s'est élargie à 2 autres États et travaille actuellement avec un total de 3 États du Nigeria. Et grâce à cette initiative, le Nigeria espère livrer plus de 1,5 million de doses de vaccins. On va poursuivre cette fois avec la RDC. Une révision de la Constitution ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée. L'opposition et la société civile ont catégoriquement rejeté le projet de révision de la Constitution annoncé par Félix Tshisekedi. Selon elle, ce projet pourrait déboucher sur la levée de la limitation des mandats et permettre au chef de l'État de se représenter une 3e fois. Cette révision décriée par l'opposition ne fait non plus l'unanimité parmi les alliés de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à vous, Mansourat Adeni Jibril. On va mettre un thème à l'édition, mais juste après moi, je vous laisse en compagnie de Epiphane Chabi. C'est pour la revue de presse hebdomadaire de la semaine qui s'achève. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. L'actualité cette semaine se résume essentiellement à la normalisation des relations entre le Bénin,